Un coup d'État peut-il vraiment semer la paix? C'est la question qui fait trembler la planète depuis l'annonce sidérante. Ibrahim Traoré, ex-capitaine et meneur du putsch au Burkina Faso, reçoit le prix Nobel de la paix. À Ouagadougou, la nouvelle explose, mélange de fierté et d'incrédulité. À Oslo, un silence poli masque la stupeur. Comment honorer la paix chez un homme dont les armes ont d'abord parlé? Le monde tangue. Certains crient à l'aberration, d'autres à la révolution. Pour la première fois, le nom du Burkina Faso ne rime plus seulement avec crise ou détresse, mais surgit comme un symbole inattendu d'espoir collectif. Le contraste est partout. L'image d'un soldat, désormais paré de lauriers, qui, d'ordinaire, couronne diplomates et militants. Dans les rues du Burkina Faso, les foules s'étreignent, tandis que dans les capitales occidentales, on doute, on s'indigne, on s'interroge. Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir à la source, là où tout a commencé. Avant le Nobel, il n'y avait que le chaos. Pour saisir l'ampleur du bouleversement, il faut remonter au début du règne de Traoré. Que s'est-il passé, et comment ce soldat a-t-il inversé le récit? Ignorer cette histoire, c'est manquer un basculement qui fissure nos certitudes sur la paix, le pouvoir, sur qui a le droit de changer le cours de l'histoire. Peut-être la paix n'est-elle parfois non dans les salons feutrés, mais dans la poussière, la sueur, l'audace de rebâtir. Au Burkina Faso, en l'an 2022, la peur était devenue la règle. L'insécurité gagnait du terrain, des familles entières fuyaient nuit après nuit, et l'État semblait s'être volatilisé, abandonnant ses enfants à leur sort. L'espoir, pour beaucoup, n'était plus qu'un mot sans chair. C'est alors qu'un nom inconnu franchit les murs de la caserne, Ibrahim Traoré. Jeune capitaine, pas encore trentenaire, il prend le contrôle du pays. Il n'est ni vieux général, ni héritier d'un clan, mais surgit là où tout menace de s'effondrer, brisant la routine des élites soumises à l'étranger. Son arrivée est un choc. Pour la première fois depuis des années, un dirigeant ne promet plus rien d'irréel, ne parade pas en costume de luxe. Traoré parle franc, sans détour, avec la rudesse de ceux qui n'ont rien à cacher. Pas de promesses impossibles, juste la volonté de rebâtir la confiance, pierre après pierre, par des gestes concrets. Mais le risque est immense. Si la confiance du peuple est mal placée, si ce nouveau visage n'est qu'un masque de plus, alors le pays s'enfoncera à nouveau dans la violence et la dépendance. La moindre erreur pourrait raviver les désillusions, refermer la porte à toute transformation véritable. Pourtant, une attente muette s'installe, de Ouagadougou au village reculé. On pressent que le vrai combat ne fait que commencer. Prendre le pouvoir n'était que le premier pas. Désormais, il faut choisir entre l'ancienne soumission et une route nouvelle, celle de l'émancipation. Expulser les puissances étrangères. Utopie naïve ou naissance d'un modèle inédit. La nomination de Traoré au Nobel de la paix va bouleverser tous les repères. Mais comment la paix peut-elle jaillir d'un tel chaos, et que signifie vraiment ce choix pour le monde? Mais il faut bien comprendre ce contexte, car l'histoire du Burkina Faso n'est pas isolée. Si on remonte dans l'histoire, on découvre que d'autres nations, à d'autres époques, ont connu une situation similaire. Par exemple, au Ghana dans les années 1981, Jerry Rawlings, jeune officier lui aussi, avait pris le pouvoir par un coup d'État en promettant de restaurer l'intégrité du pays. À l'époque, ce geste avait été perçu comme une lueur d'espoir, mais aussi comme un pari dangereux. L'histoire jugera plus tard l'impact de ces politiques sur la stabilité nationale. Ainsi, la prise de pouvoir par un militaire jeune et déterminé n'est pas une première, mais chaque contexte porte sa spécificité, chaque peuple écrit son propre chapitre. Pour mieux comprendre le poids de ce moment, imaginons un village du nord du pays. Il y a à peine 2 ans, chaque nuit était marquée par la peur des incursions armées. Les familles dormaient habillées, prêtes à fuir à la moindre alerte. Aujourd'hui, dans ce même village, des enfants retournent à l'école, les marchés reprennent vie et la mairie accueille à nouveau les réunions communautaires. Il s'agit d'une transformation tangible, vécue au quotidien, qui donne chair à l'idée de paix. La décision tombe, sans retour possible. L'armée française doit quitter le Burkina Faso. Un choix audacieux, une prise de risque immense pour reprendre la main sur sa propre sécurité. Beaucoup prédisent l'effondrement, mais une nouvelle alliance émerge des décombres. En quelques semaines, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, longtemps séparés,
conclut un pacte inédit. Pour la première fois, la sécurité du Sahel s'organise entre Africains, sans tuteurs ni observateurs venus d'ailleurs. Fini les regards extérieurs, fini les bases étrangères. Pour comprendre l'audace d'une telle décision, il faut se rappeler qu'au Mali voisin, une démarche similaire avait été tentée. En 1960, après l'indépendance, le Mali avait mis fin à la présence militaire française, espérant retrouver sa souveraineté. Mais les difficultés économiques et sécuritaires de l'époque avaient vite montré que l'autonomie ne se décrète pas d'un trait de plume. Pourtant, le Burkina Faso de Traoré tente le pari, mais avec des outils nouveaux, et dans un contexte régional transformé. Pourtant, la vraie rupture a lieu ailleurs, dans les campagnes. Le programme Paysans de la paix déjoue tous les pronostics. 1000 anciens combattants, à peine sortis de l'adolescence, abandonnent les armes pour des semences. Les uniformes laissent place aux outils agricoles. Ce pari aurait pu virer au désastre. Un échec aurait laissé la région exsangue, la jeunesse sacrifiée, la confiance anéantie. Mais les premiers chiffres surprennent. Les attaques chutent de 70% dans les zones concernées. Pour illustrer l'ampleur de cette coopération, prenons l'exemple du poste frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Il y a 1 an, ce poste était déserté, occupé par des groupes armés et fermé au commerce légal. Aujourd'hui, des patrouilles mixtes burkinabais et nigériennes assurent la sécurité 24 heures sur 24 et les commerçants reprennent espoir. Des marchés transfrontaliers renaissent, les échanges agricoles reprennent et le sentiment d'un destin commun s'installe peu à peu. Des familles, exilées depuis des mois, osent rentrer. Les marchés retrouvent leur tumulte, les écoles rouvrent. L'économie respire à nouveau, portée par la terre et la volonté des bras revenus. Le symbole est puissant. D'anciens ennemis cultivent désormais côte à côte, forgeant un nouveau pacte social, dans la poussière des champs. Sécurité, nourriture, dignité. Une victoire arrachée sans l'aide de puissances étrangères. Mais derrière cette réussite, une question dérange. Et si la paix la plus solide naissait là où personne n'osait la chercher? Si l'on se penche sur des témoignages concrets, l'histoire de Souleymane, 21 ans, illustre la portée du programme. Ancien membre d'un groupe armé, il a accepté de rejoindre le projet agricole. Aujourd'hui, il cultive du maïs avec d'anciens rivaux. Avant, je ne parlais qu'avec mon arme. Maintenant, je parle à mes enfants et je leur apprends à semer, confie-t-il. Des centaines de trajectoires similaires dessinent une mosaïque de réconciliation. Pour donner un autre exemple, rappelons-nous du Rwanda après le génocide de 1994. Le pays avait misé sur la réconciliation villageoise, avec les tribunaux Gacaca, encourageant les bourreaux repentis et les victimes à reconstruire ensemble. Au Burkina Faso, la démarche est différente mais l'esprit est le même. Transformer l'ennemi d'hier en allié de demain à travers des gestes simples et quotidiens. La communauté internationale observe, partagée entre admiration et scepticisme. Peut-on vraiment réinventer la paix sur les ruines d'un ordre ancien? Quand la périphérie dicte soudain ses règles au centre du monde, tout vacille. L'Afrique cesse d'attendre des solutions, elle en propose. L'annonce de la nomination d'Ibrahim Traoré au prix Nobel de la paix fait plus que surprendre. Elle impose une réalité neuve que ni Paris ni Washington n'avaient su envisager. Sur le continent africain, l'aube est une fête. Des milliers de Burkinabés envahissent les rues, fiers de voir leur quotidien propulsé sur la scène mondiale. À l'ouest, la sidération domine. Entre scepticisme poli et inquiétude réelle, une question s'impose. La paix peut-elle vraiment changer de visage? À Paris, l'incertitude s'installe. Les diplomates cherchent à comprendre comment le récit leur a échappé. À Washington, les experts redoutent un effet domino. Et si l'exemple burkinabé contaminait d'autres régions? Car ce qui se joue, c'est un duel discret entre un ordre ancien et une originalité radicale. Pour mieux saisir la portée de cet événement, rappelons le choc provoqué en 1974 par la remise du Nobel de la paix à Sean MacBride, militant irlandais dont l'engagement en faveur des peuples colonisés avait ébranlé les certitudes européennes. L'histoire se répète, mais cette fois, l'impulsion vient du Sahel. Symbole d'une époque, le Vatican applaudit l'audace. Le pape évoque le courage de la réconciliation, ajoutant une dimension spirituelle rarement entendue dans les débats sur la paix. La voix du Sud ne chuchote plus, elle s'élève jusqu'aux voûtes de Saint-Pierre.
Pour la première fois, un modèle africain s'exporte. Traoré cesse d'être uniquement un chef d'État. Il devient le symbole d'un renversement de perspective. Le Sud n'imite plus le Nord. Il inspire, il invente. L'impact dépasse le Burkina Faso. À Bogota, des intellectuels colombiens rapprochent le programme Paysans de la paix de leurs propres initiatives. En Asie, des universités publient leurs premières études sur l'expérience burkinabé. Partout dans le Sud global, une interrogation se répand. Et si la paix durable poussait d'abord sur la terre, avant de s'inscrire dans les traités? Mais cet équilibre reste fragile. Entre liesse populaire et prudence des élites, la transition inquiète. Beaucoup redoutent un retour en arrière, que la pression devienne insupportable pour Traoré. Les adversaires d'hier pourraient-ils redevenir des menaces? Pour donner un exemple concret, l'université de Delhi a récemment lancé un programme de recherche intitulé « Paix par la terre », inspiré des pratiques burkinabè. Des étudiants indiens étudient les coopératives agricoles du Sahel pour imaginer de nouvelles stratégies de réconciliation dans les zones rurales du Cachemire. Cette diffusion du modèle burkinabè, encore inimaginable il y a 5 ans, prouve qu'une idée née dans la poussière peut traverser les continents. La question est immense. L'Afrique gagne une voie nouvelle, capable de proposer, de guider, d'inspirer. L'Occident risque de perdre le monopole de la définition du bien commun, de voir s'effriter la certitude que ces modèles sont universels. Mais derrière l'euphorie, tout demeure précaire. Comment transformer cet élan en changement durable sans trahir l'esprit qui l'a fait naître? Au-delà des discours officiels, ce choc planétaire se vit au quotidien. Les regards sur le Burkina Faso se transforment. Les jeunes rêvent d'avenir local, les marchés s'animent, l'espoir circule. La paix n'est plus un idéal lointain, mais une réalité fragile, disputée, vivante. La paix ne s'arrête pas à une nomination. Et demain? Troisièmement, il convient d'accompagner la réinsertion des anciens combattants par des dispositifs de soutien psychologique et d'accompagnement social. L'exemple des comités de vérité et réconciliation en Afrique du Sud, après l'apartheid, rappelle que la guérison d'une société passe aussi par la parole, l'écoute et la reconnaissance des souffrances vécues. Pour pérenniser la dynamique, plusieurs étapes sont nécessaires. Premièrement, renforcer les institutions démocratiques, même en période de transition militaire. Cela signifie organiser des consultations populaires, encourager la liberté de la presse et garantir la participation citoyenne. Par exemple, la mise en place de conseils de jeunes dans chaque région, permettant aux nouvelles générations de s'impliquer dans la gestion locale, pourrait garantir que la paix soit l'affaire de tous et non d'une élite restreinte. Deuxièmement, il est essentiel de diversifier l'économie. Le Burkina Faso demeure tributaire de quelques filières agricoles et minières. Pour éviter que la jeunesse ne retombe dans le piège de la violence, il faut investir massivement dans les formations techniques, l'apprentissage des métiers et la valorisation des ressources locales. Les coopératives de femmes, déjà dynamiques dans certains villages, pourraient servir de modèles exportables à d'autres régions. D'est en ouest, la victoire ne se proclame pas dans les discours, mais se lit dans les écoles qui bruissent à nouveau, dans les marchés ranimés, dans les coopératives de femmes qui s'étendent, dans les canaux d'irrigation restaurés. Ce sont des signes palpables d'un courage collectif, bien plus vaste qu'un seul destin. Mais chaque progrès fait naître de nouvelles attentes. Aujourd'hui, la population n'attend plus seulement la paix. Elle exige des emplois décents, des formations concrètes, une place réelle dans la vie publique. L'espoir s'est mué en exigence, et chaque village, chaque quartier veut être acteur de la transformation nationale. Mais rien n'est acquis. Si ces avancées ne s'enracinent pas dans des institutions solides, si la transition démocratique échoue, le souffle peut retomber. Le danger rôde. La fierté retrouvée pourrait n'être qu'une parenthèse avant un retour à l'oubli ou à la dépendance extérieure. L'Alliance sahélienne, longtemps pacte de survie, se mue en laboratoire d'expériences inédites. La solidarité de proximité et l'autonomie économique s'entossent face aux crises du Sahel, inspirant même des voisins jadis résignés. Désormais, le continent regarde vers Ouagadougou, où l'on ose réinventer l'avenir. À l'approche du verdict d'Oslo, une question brûle. Cette révolution de la paix peut-elle durer, ou n'a-t-elle été qu'un éclair dans la nuit? Pourtant, quelque chose d'irréversible s'est produit. L'image du Burkina Faso a changé, la dignité s'est redressée, et la paix se joue désormais sous les yeux du monde. Mais la lucidité s'impose.
Si la dynamique n'est pas approfondie, les espoirs soulevés risquent de se muer en déception, et la leçon africaine de s'évaporer dans le tumulte global. À Oslo, les projecteurs s'allument. Le monde retient son souffle, prêt à juger la portée réelle de ce bouleversement. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à redéfinir la paix pour qu'elle germe autour de vous? Fermer les yeux sur cette réalité, c'est accepter que la vieille définition l'emporte, quitte à étouffer les bourgeons d'un changement durable. Refuser d'élargir notre regard, c'est croire que la paix ne vaut que si elle vient d'ailleurs, loin des terres qui luttent chaque jour pour la faire exister. La nomination d'Ibrahim Traoré au prix Nobel de la paix a surpris plus d'une personne. Elle force chacun à se demander « Quelle paix sommes-nous prêts à reconnaître ?» Depuis des décennies, la définition de ce mot s'est figée dans les traités, modelée par des puissances lointaines et polie dans la lumière des salons européens. Pour répondre à cette question, il est utile de regarder les exemples du passé. En Colombie, le processus de paix avec les FARC, entamé en 2012, avait soulevé l'espoir d'une société enfin apaisée. Mais faute de solutions économiques et d'un accompagnement social solide, certaines régions sombrèrent de nouveau dans la violence. Le Burkina Faso doit donc apprendre de ses échecs et s'appuyer sur des mécanismes de suivi inclusifs associant toutes les composantes de la société civile à l'élaboration des politiques publiques. Mais voilà qu'une voix puissante surgit du Burkina Faso. Ici, la paix ne s'impose pas par décret. On la plante, on la cultive. Elle se lève dans la poussière des villages, dans le rire retrouvé des enfants sur le chemin de l'école, dans la fatigue partagée d'anciens ennemis qui sèment le même champ. Ce n'est pas une signature sur un parchemin, mais un rêve collectif qui s'entête à refleurir après l'orage. Il y a un pari immense ici. Croire qu'une initiative née dans la poussière et la douleur peut changer le monde. Admettre que la force d'un paysan qui replante soit aussi révolutionnaire qu'un discours à New York. Accepter que l'audace de reconstruire ensemble soit plus puissante qu'une armée. Et vous, accepteriez-vous qu'une paix venue d'Afrique soit aussi profonde, aussi légitime qu'une paix négociée à Paris ou à Oslo? Accepteriez-vous qu'une poignée de main dans un champ puisse peser plus lourd qu'une signature au sommet de l'ONU? Chaque génération doit choisir, suivre le récit établi ou risquer une histoire nouvelle. Aujourd'hui, l'Afrique n'attend plus qu'on la regarde. Elle propose un autre modèle, imparfait sans doute, fragile parfois, mais intensément vivant. Et si la vraie paix n'était pas le silence, mais la naissance d'un mouvement? Un mouvement ancré dans la terre, qui fait tomber les masques et nous pousse, nous aussi, à agir là où nous sommes. Ne rien faire, c'est laisser la routine étouffer le possible. Mais s'inspirer de cette histoire, c'est oser croire qu'une autre paix est possible, ici et ailleurs. Ainsi, la question n'est plus seulement de savoir si un coup d'État peut semer la paix, mais comment chacun de nous peut s'inspirer de cette audace pour semer, à son tour, des graines de paix durables autour de lui. La révolution burkinabé n'est ni un modèle parfait, ni une utopie achevée. C'est un laboratoire vivant, où chaque jour rebat les cartes du possible. Et c'est peut-être là, dans ce désordre créatif, que germe la vraie paix, celle qui ose s'inventer là où personne ne l'attendait. Pour engager concrètement ce mouvement, chacun peut agir à son échelle. Dans une ville française, pourquoi ne pas lancer un programme de jardins partagés où réfugiés et habitants locaux cultivent ensemble? Dans une université européenne, un cycle de conférences pourrait être dédié au modèle de paix venu du Sud. Dans une commune rurale d'Afrique de l'Ouest, la création de comités de vigilance citoyenne pourrait renforcer la confiance entre population et forces de sécurité. Ce sont ces petits gestes répétés qui, à terme, construisent un nouvel imaginaire collectif.